coucou? Good. Bonjour et bienvenue au Devoir des Anneaux, 11e épisode de notre condensé olympique quotidien. Ici Valérie Duhem avec Carl Rétino-Parazelli. Allô? Salut! Et Jean Dion. Bonjour! Aujourd'hui, au menu, Jean revient sur cette finale de hockey féminine très serrée. C'était la fin des compétitions en courte piste et on vous présente le vétéran des estomacs olympiques. Tôt ce matin, le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin a inscrit son nom dans les annales olympiques en devenant l'un des 3 athlètes masculins les plus médaillés des Jeux d'hiver, en compagnie des patineurs Marc Gagnon et François-Louis Tremblay. Il a touché au bronze au relais, c'est sa 5e médaille pour une carrière qui s'étend sur 4 Jeux olympiques. Il a déjà annoncé que ces Jeux seront ses derniers. La Québécoise Kim Boutin a aussi ajouté une médaille d'argent aux 1000 mètres à sa collection, une collection déjà bien garnie, même si elle ne fait que commencer. Elle a également remporté 2 fois le bronze. C'était les dernières épreuves en patinage de vitesse courte piste et donc également la fin de la carrière olympique aussi pour Marianne Saint-Gelais qui quitte les Jeux sans médaille, mais qui doit prendre part aux mondiaux en mars. Ça sera sa dernière compétition. En plus de Kim Boutin, les autres médailles individuelles ont été remportées par une autre recrue de l'équipe canadienne, le double champion Samuel Girard. L'équipe de courte piste visait 4 médailles à Pyeongchang, en a récolté 6. C'est donc des jeux bien réussis. Une bonne récolte. Une bonne récolte. Au curling, les hommes ne se battront pas pour l'or, mais pour le bronze. L'équipe de Kevin Coe a été battue en demi-finale par les Américains. C'est la première fois depuis l'arrivée du curling comme sport officiel aux Jeux olympiques que les hommes ne seront pas de la grande finale. Rappelons que l'équipe féminine a été complètement écartée de la ronde des médailles. L'équipe mixte, toutefois, a été sacrée championne. Revenons un peu sur cette finale du tournoi féminin de hockey avec Jean Dion. Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était le Canada contre les États-Unis en finale du hockey féminin. Et les États-Unis l'ont emporté en prolongation. En fait, en tir de barrage. Et là, si vous me permettez, un jugement de valeur. Tout à fait. Régler un match de hockey, c'est la même chose pour un match de soccer. Ouais. En tir de barrage, en tir au but, ça ne devrait pas exister. Oh, que je suis d'accord. Pas exister du tout. C'est un travestissement du jeu, je trouve. Et c'est... Quand l'enjeu est aussi grand, c'est ça surtout. Ben, que l'enjeu soit grand ou qu'il soit un peu moindre, moi, je pense que ça ne devrait pas se terminer comme ça. Donc, on a joué 4 périodes complètes de 20 minutes. C'était 2-2. Et là, les États-Unis l'ont emporté au 6e tir de barrage. Normalement, une séance, c'est 5. Ensuite, on passe un par un. Et les Américaines... C'est ça, les Américaines ont marqué sur le 6e tir. Je vais trahir mon âge, mais moi, je me souviens quand il y avait des matchs nuls. Dans la Ligue nationale de hockey, par exemple, et qu'on ne réglait pas le tout comme ça. Je dis, soit on continue à jouer jusqu'à temps qu'il y ait un but de marqué à la régulière, parce que là, dans la formule de hockey féminin, on joue à 5 contre 5 pendant les 60 minutes, et ensuite, pendant les 20 minutes suivantes, on joue à 4 contre 4. Ben, continuons, jouons à 3 contre 3 comme on le fait dans la... Oui, ça donne des bons résultats dans la nationale. Ça donne des bons résultats. Et ce n'est pas une victoire à moitié. C'est comme si ou alors, le match a été joué le jeudi, on a encore 2 ou 3 jours. Ben, rejouons-en un autre pour déterminer, pour aller voir s'il y a une gagnante. Ben, tout le monde est gagnant, c'est plus de hockey. Et prenons l'exemple. Ou faisons autre chose, si on ne veut pas que ça s'éternise. Prenez le bobsleigh à 2, masculin. Après 4 descentes, le Canada et l'Allemagne étaient à égalité au centième de seconde près. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne règle pas ça au tir au poignet ou à roche-papier-ciseaux. Là. On donne 2 médailles d'or. Mais faisons-le. Probablement que ça satisferait aucune des deux équipes, surtout considérant la rivalité Canada-États-Unis au hockey féminin, ça satisferait probablement personne que les deux aient des médailles d'or. Mais si c'est ça qu'il faut... Mais ça respecte un peu plus l'esprit, parce que... C'est parce que Puis je comprends, au soccer, par exemple, puis Carl, je sais que tu es un grand amateur de foot,
Bon, à un moment donné, au soccer, on peut jouer très très longtemps sans qu'il y ait de but. Hein? Ouais. Bon, alors, il y a eu des Coupes du Monde, celle de 94 notamment, entre l'Italie et le Brésil, qui ont été réglées au tir au but. Mais au hockey, je pense qu'on pourrait, à tout le moins, faire un peu autrement. Alors, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Au soccer ou au football, comme on dit, c'est les tirs au but ou pas grand-chose d'autre, parce qu'on ne peut pas diminuer le nombre de joueurs sur le terrain sans changer la nature du match. Au hockey, comme tu le dis, il y a d'autres options. Non, on ne peut pas faire du soccer intérieur puis jouer à 5 contre 5, mais pourquoi pas dire, on se revoit après-demain puis on joue un autre match. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis plutôt. Je trouvais ça. J'ai trouvé ça dommage. Puis bon, c'était extrêmement émouvant quand on voyait la remise des médailles tout de suite après, alors que on remet une médaille d'argent à des joueuses qui sont en larmes carrément, puis qui vont revoir le match puis qui vont dire, hey, on a perdu à cause. Bon, ils accuseront pas leur gardienne là, mais à cause d'un lancer. C'est pas du hockey là. On devrait pouvoir le faire à la régulière. Est-ce que tu vas quand même écouter la prochaine finale Canada-États-Unis dans 4 ans? Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais, Carl, tu l'écrivais plus tôt cette semaine, ce qui est dommage, puis oui, il y a de la progression de la part des autres pays, mais ce qui est dommage au hockey féminin dans les compétitions internationales, c'est que le Canada et les États-Unis sont tellement au-dessus des autres que ça rend la chose un peu... tu sais, on attend la finale. Oui, c'est une classe à part. Les deux équipes sont vraiment, vraiment au-dessus des autres. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. La personnalité du jour en est à ses 4e Jeux olympiques. 3 fois l'hiver et 1 fois l'été. Il n'a jamais été médaillé, mais il est quand même courtisé par plusieurs délégations. Je parle de J.P. Filion, qui est le chef responsable de la batterie de cuisiniers qui nourrit la délégation canadienne des Jeux de Pyeongchang. Il vient d'Ottawa, il vit et travaille à Hawaï maintenant. Le chef Filion a commencé sa carrière olympique à Vancouver, l'a poursuivi à Sochi et a aussi nourri les Olympiens l'été à Rio, mais cette fois pour la délégation américaine. Dans son équipe, il y a d'autres chefs cuisiniers canadiens et des employés sud-coréens. Selon une entrevue donnée au Ottawa Citizen par un de ses sous-chefs, l'équipe de cuisine a surtout le mandat d'offrir du réconfort à des athlètes qui pourraient avoir le mal du pays. Donc, on reste loin des plats coréens. Des ragoûts, oui, exactement. Bien léger avant le Big Air. Il y a certains athlètes qui voyagent avec leur propre chef, comme la skieuse Lindsey Vonn. Il y a des plus petites délégations qui vont se nourrir uniquement à la cafétéria du village des athlètes, qui sont ouvertes 24 heures, en passant 24 heures sur 24. Et c'est possible d'aller lire le menu sur le site du village des athlètes, là, si vous cherchez des suggestions pour votre lunch ce midi. Et il y a aussi, dans certains cas, des équipes plus importantes, comme par exemple l'équipe de ski et de snowboard américaine, il y a leur équipe de nutritionnistes avec qui ils sont à l'année pendant toute la saison, qui les suivent sur place. Depuis l'été dernier, j'ai lu ça, je trouve ça plutôt intéressant. Les nutritionnistes travaillent à incorporer des saveurs coréennes dans les menus afin d'éviter que l'estomac des athlètes ne soit dérangé par un petit kimchi mal placé juste avant les compétitions. Donc, un peu de kimchi dans les Frosted Flakes le matin pour exactement, aiguiser les papilles. Oui, exactement. Une petite Pop-Tart avec un accompagnement de kimchi. La quantité de calories nécessaires pour combler les besoins énergétiques des athlètes et conserver leur masse musculaire diffère selon le sport, mais c'est quand même des statistiques intéressantes. Hein. Pour vous donner une idée, dans un athlète de sport dit esthétique, comme le patinage de vitesse ou encore la nage synchronisée, un athlète a besoin d'entre 2000 et 2500 calories par jour. Ceux qui participent à des sports d'équipe, on calcule environ 4500 calories par jour. Les nageurs, cyclistes et fondeurs, en fait, ceux qui font des sports d'endurance, on parle de jusqu'à 8000 calories par jour. Ça nourrit une petite famille en entier. Il faut les brûler, par contre, sinon il faut les brûler. Ça s'accumule. Exactement, mais pour beaucoup d'athlètes, le problème, c'est pas de brûler les calories, en fait, c'est d'en consommer suffisamment parce qu'ils ne font que manger, dormir et s'entraîner, la plupart d'entre eux. Et Carl, dis-moi, qu'est-ce qu'on surveille ce soir et demain matin à Pyeongchang?
En fait, ce soir, on surveille un peu ce qu'on surveillait hier parce que Valérie, j'ai fait erreur, emportée par la frénésie olympique. Je vous ai dit hier que le patinage artistique se terminait avec l'épreuve chez les femmes. Ça achève, car les jeux, ça achève. mais c'est donc ce soir plutôt qu'aura lieu le programme libre chez les femmes en simple. On surveille donc toujours les mêmes personnes, à commencer par la Canadienne Caitlin Osmond, qui est actuellement en 3e position, et les 2 Russes qui mènent. Il y a Evgenia Medvedeva, 18 ans, qui est 2e actuellement, et Alina Sagitova, 15 ans seulement, qui est première actuellement. Donc pour Osmond, ce serait une première médaille olympique en simple aux Jeux olympiques, elle qui a gagné déjà 2 médailles par équipe. Le programme libre, donc, débute à 20h. C'est vrai, là, tu nous le confirmes. Oui, je vous le confirme, je vous le promets. Parfait. Ski acrobatique, ce soir également, on a la compétition de ski cross chez les femmes. On sait que le médaillé d'or canadien Brady Lemon a fait bonne figure, donc, plutôt cette semaine. Et les chances de médaille sont plutôt bonnes aussi chez les femmes. C'est très bien parti. Hein? Oui, parce qu'on a une des favorites qui représentera le Canada. Elle s'appelle Marielle Thompson. C'est la championne olympique en titre, donc qui a gagné il y a 4 ans à Sochi. Mais tout va dépendre de son genou droit. Pourquoi? Parce que elle a déchiré ce genou-là. Elle a déchiré le ligament croisé antérieur à l'entraînement en octobre dernier. Et on sait à quel point ça peut être long se rétablir d'une telle blessure. Donc, elle est de retour sur les pistes depuis seulement quelques jours. Elle a fait ses premiers tours d'entraînement sur la piste de Pyeongchang. Et si son corps tient le coup, donc, elle va être difficile à battre, mais on verra si ce sera le cas. Par contre, on peut aussi compter sur une autre Canadienne, Kelsey Servois, je peux pas vous dire. Servois, voilà. Qui a terminé, elle, 2e à Sochi, derrière Thompson. Donc, 2 bonnes chances de médaille, assurément. Les premières courses débutent à 20h et la finale est à 21h20. Et demain matin, on surveille du patinage de vitesse longue piste. C'est le 1000 mètres chez les hommes. Donc, il faut surveiller un Canadien du nom de Vincent Dehêtre, 23 ans, bel espoir de médaille. Une jeune sensation. Une jeune sensation. Il fait de belles choses sur le circuit de la Coupe du Monde. Il a terminé 2e au dernier championnat du monde qui était disputé sur le même ovale de glace coréen à Gangneung. Donc, c'est possible que la glace lui soit favorable, si on veut. Il est 5e au classement de la Coupe du monde actuellement, ce Vincent Dehêtre. Donc, à surveiller à partir de 5 heures. Et finalement, demain matin également, la demi-finale du tournoi olympique de hockey masculin. Les 2 demi-finales, en fait. Si vous êtes debout cette nuit, vers 12h30, ce sont les athlètes olympiques de Russie qui vont affronter la surprenante République tchèque. Et demain matin à 7h, une heure plus faisable, si on veut se lever, une heure raisonnable. Donc, le Canada qui se mesure à l'Allemagne. Donc, on vous le disait, dans les derniers jours, l'ordre mondial du hockey est assez bousculé par les temps qui courent. Pour vous donner une idée, l'Allemagne, là, qui est en demi-finale contre le Canada, c'est très surprenant, ça. Elle n'a seulement qu'une médaille en hockey masculin. Et je n'étais pas né, c'était à Lake Placid en 1932. Moi, je suis allé faire un tour à l'époque. Ouais. Oui, c'était bien l'aréna de Lake Placid. Vous savez qu'au début, le hockey était au programme des Jeux d'été. Hein. Oui. Ah ouais? Oui, puisque ça se joue à l'intérieur, donc ça faisait pas de différence. Ça faisait une différence dans le sens où il n'y avait pas de glace artificielle, donc il fallait jouer... mais non, écoutez, c'est une boutade parce que, on jouait le tournoi en hiver, mais il n'y avait pas de jeux d'hiver. 1920 à Anvers. Alors c'est pour ça qu'on dit que le hockey était au jeu d'été. Tout ça pour vous dire que cette médaille-là a été gagnée à une toute autre époque. La Suède, qui a été battue en quart de finale, elle avait 11 médailles olympiques. Ça, c'est évidemment de l'époque où les joueurs de la LNH étaient là et on sait que les Suédois sont assez forts au hockey. Bref, tout est possible pour les demi-finales et la finale qui, elle, se jouera samedi soir, 23h, heure du Québec. Donc, à vos téléviseurs, chers fans de hockey. On termine avec une belle petite histoire qui a été publiée dans le Washington Post. C'est le portrait de la seule athlète olympique de la délégation américaine à être mère. C'est une fondeuse, Kiken Randall. Elle est la mère d'un poupon de 22 mois. Et non seulement elle est la seule mère, mais en plus, elle a remporté l'épreuve de relais par équipe. Et c'est la première médaille de ski de fond à être remportée par les États-Unis de l'histoire. Elle a 35 ans. Elle a continué à s'entraîner dans un format allégé. On s'entend jusqu'au 7e mois de grossesse. Elle a pris 2 semaines de congé après la naissance. Wow. A recommencé à s'entraîner. Elle amène souvent le petit break qu'il s'appelle. Avec elle, il est possible de voir aussi sur la version numérique de l'article, on peut voir des petites vidéos là, où elle le tient avec elle. Oui, c'est exactement l'intonation que je cherchais. Oui. Le père de l'enfant travaille pour la Fédération internationale de ski. Donc, quand elle se déplace en compétition, lui, il y travaille. Alors, la famille voyage ensemble, ils amènent le petit.
Et ils avaient tout planifié, l'enfant, la grossesse, ils ont planifié la grossesse au milieu d'un cycle olympique, en fait, donc pour optimiser sa capacité à être mère et à profiter du fait qu'elle considérait qu'elle était au top de sa forme d'athlète. Pour la petite histoire, 20 membres de la délégation américaine sont pères, et je n'ai pas trouvé cette statistique pour le Canada. Si vous l'avez, écrivez-nous. et voilà, c'est tout pour cet épisode du Devoir des Anneaux. Merci, Carl. Merci. Merci, Jean Dion. Au plaisir. Et merci à Félix Deschênes au son. On se retrouve demain.